Bienvenue dans The Cloud Show, le podcast où on prend un sujet cloud et on le rend simple, clair et compréhensible par tout le monde, même si tu n'es pas un expert. Aujourd'hui, je suis encore et toujours avec mon acolyte, Guillaume. Salut Guillaume. Salut Nicolas. Le dernier épisode a été consacré donc au network, d'accord, au réseau dans le cloud. Et aujourd'hui, on va pousser encore un petit peu plus sur les fondamentaux du cloud. Donc, on a vu dans un premier temps les VM, on a vu le stockage. Le dernier épisode, on a vu le réseau. Et aujourd'hui, donc, on se concentre sur les bases de données SQL. Alors, je te propose de prendre un café, installe-toi confortablement et on regarde tout ça ensemble. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que les bases de données, s'il te plaît? Dans le monde de l'info, de manière générale, c'est extrêmement important, tout simplement parce que ça permet de stocker des informations, de les stocker, mais aussi de pouvoir les rechercher et de pouvoir structurer des règles à travers cette base de données ou cette bibliothèque telle qu'on pourrait le concevoir, qui permettent d'uniformiser les données. Donc on les stocke, on peut les retrouver facilement et on peut émettre un certain nombre de règles derrière sur cette base pour garantir la cohérence des données. Faut le voir comme une bibliothèque de données. Donc, du coup, Guillaume, est-ce que tu es plutôt pour la construction d'une bibliothèque ou de la location d'une bibliothèque? Parce que je pense qu'on peut comparer une base de données à une bibliothèque, peut-être. On en a déjà parlé lors des précédents épisodes, mais étant donné qu'il y a différents types de services, de niveau d'abstraction, donc on avait déjà parlé de SaaS, de PaaS, de IaaS. On en a d'autant plus parlé aussi à travers l'épisode pour les virtual machines. L'idée est le même à travers les bases de données, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux une base de données accessible en quelques minutes. Tu veux pas te prendre la tête sur la construction du serveur, la mise en place de multiples règles. Tu fais du PaaS, tu consommes un service déjà préparé. Tu as une base de données où du coup tu peux te connecter en quelques secondes et commencer directement à stocker des données. Donc des services de base de données, il y en a plein, quels que soient les cloud providers. Mais tu as aussi une autre manière de le faire. Et là, on commence à reparler plus de IaaS. Tu construis tout toi-même. Donc bien souvent, ça se traduit par une VM qu'on va chercher à instancier. Et sur cette VM, on va chercher à installer un serveur qui va être capable après de lui-même référencer X bases de données. Concrètement, vous préférez chez vous euh, recevoir une bibliothèque que vous pouvez assembler en quelques minutes ou vous préférez aller couper votre bois vous-même et puis raccorder toutes les planches? Chaque service, chaque option, que ce soit du PaaS ou du IaaS, offre à ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Et l'avantage de construire soi-même son serveur, soi-même sa base, tu contrôles tout. Mais on en revient sur les systèmes de responsabilité, c'est que tu as une responsabilité plus grande. C'est la cohérence que vous allez retrouver à travers tous les types de services dans votre cloud provider. Plus vous êtes basse touche, notamment à ce niveau IaaS, plus vous avez de responsabilités. Grossièrement parlant, on va avoir le mode IaaS, le mode PaaS qui est disponible dans tous les cloud providers. Ok. Le mode de IaaS, comme l'a exposé Guillaume, avec le modèle de responsabilité, vous avez une machine virtuelle. Celle-ci a une base de données qui est collée, d'accord, elle est rattachée à la machine virtuelle et vous pouvez l'interroger depuis cette même VM qui est disponible dans ce cloud provider. Et vous avez une deuxième approche qui est donc via le SQL Manager, donc la partie PaaS, où là, par contre, vous êtes responsable du contenu, d'accord? Et par conséquent, s'il y a une erreur, s'il y a un problème de sécurité ou quoi que ce soit, je parle à l'intérieur de la base de données, là, c'est de votre responsabilité. Donc, il faut quand même faire attention. Très bien, Guillaume. Je sais que pour ma part, il y a deux types de bases de données. On va avoir les bases de données, donc les SQL, d'accord? Et on va avoir les bases de données NoSQL. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre les deux? Globalement, derrière ces termes SQL et NoSQL, faut garder en tête un terme, c'est simplement la flexibilité ou la rigidité, à la limite. Le NoSQL privilégie la flexibilité à l'instar de la rigidité. Quand vous êtes en SQL, mode de stockage assez classique, vous allez chercher à donner une structure fixe à chacune des informations que vous allez stocker. Typiquement, vous faites une table
comme on dit, une table, c'est une catégorie d'informations que vous allez chercher à stocker dans votre base de données. Donc, vous faites une table dans cette base. Vous allez faire une table, par exemple, personne, pour stocker des informations sur des personnes. Vous l'appelez personne. Vous savez que vous allez peut-être stocker le nom de la personne, son prénom, la date de naissance, son email peut-être. Ok, très bien. Donc là, on se retrouve avec une structure qui est assez figée. Vous savez que vous allez à chaque fois enregistrer globalement ces informations-là. Ça répond à de nombreux besoins et beaucoup de projets sont dans ce cas-là en SQL et on parle de mode relationnel. Vous êtes dans un schéma relationnel et vous allez pouvoir retrouver vos informations assez rapidement parce que vous savez justement que la structure est fixe. Vous allez pouvoir retrouver facilement une personne par son nom parce que le nom a été identifié comme une information fixe pour ces personnes. OK. Donc, c'est fixe et on peut tirer des bénéfices de ça, notamment sur le stockage, mais aussi sur la recherche. Le NoSQL, il arrive pour offrir une flexibilité et une autre solution quand justement ces tables de personnes commencent à évoluer et on ne sait pas forcément garantir sur le long terme si ces informations-là vont garder la même structure, par exemple pour les hobbies. Ok, très bien, bah, vous avez une personne, lui, il est développeur, mais quand il est développeur, vous voulez stocker son langage favori. Puis tu en as d'autres qui sont musiciens, mais alors là, vous voulez instrument 1, instrument 2, instrument 3. Et là, vous vous retrouvez, vous avez envie de lier tout ça. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est jamais possible en SQL, c'est possible. C'est juste des liens que vous devez faire, des nouvelles tables, des relations spécifiques. C'est faisable. C'est juste que le NoSQL vous permet de stocker ces informations-là de façon plus simple. Si vous avez déjà vu du JSON ou du XML, peu importe, tout n'est pas forcément que sur une colonne, sur une rangée. Des fois, on se retrouve avec des éléments qui sont un peu plus englobés, qui sont plus spécifiques, qui sont des éléments enfants. Bah, là, c'est pareil. Si demain, vous voulez avoir plus de flexibilité sur le stockage des informations sur ces personnes-là, vous pouvez considérer le NoSQL comme une possibilité. Et dans ce cas-là, encore une fois, comme bien souvent, vous avez différentes manières, vous avez différents services qui vous le proposent. Gardez en tête flexibilité NoSQL et rigidité, mais aussi performance côté SQL. C'est pas forcément tout le temps facilement appréhendable quand on ne l'a pas déjà mis en place. Mais gardez juste ça en tête. Cherchez pas à identifier directement les services parce que les services qui peuvent proposer ces méthodes de stockage-là, il y en a plein. Donc effectivement, comme tu l'as évoqué, les services, il y en a plein. Pour citer les principaux, on va retrouver surtout Postgre ou même MySQL, d'accord, qui sont disponibles. Je sais qu'ils sont disponibles sur Azure parce qu'on les voit régulièrement. Sur AWS, je pense aussi, en tout cas, ça me paraît très logique, ou peut-être sous un autre nom. Pour résumer grossièrement ces deux différences, je dirais que pour la partie SQL, c'est une base de données, d'accord, structurée et fiable. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans l'e-commerce et dans la finance, notamment. Là où une grosse société qui a besoin de grosses données, d'accord, de gros systèmes d'information, on va peut-être utiliser un peu plus le NoSQL ou pour des projets beaucoup plus volumineux qui nécessitent de la data beaucoup plus importante et dans ces cas-là, beaucoup plus flexible, d'accord, comme Guillaume l'a cité. Pour quand même bien appuyer, quand même, parce que tu dis à la fois un élément qui est important sur la volumétrie, et cetera. Gardez bien en tête que même si parce que là, quand je présente le NoSQL, ça passe pour le grand méchant loup parce que c'est strict, c'est pas pratique, c'est pas flexible. Mais en réalité, le NoSQL offre des performances extrêmement importantes, en partant du principe évidemment que c'est bien structuré. Voilà. Tout a été bien fait dans les règles de l'art. Mais de cette rigidité, vous gagnez des gains de performance très importants. Donc il y a vraiment un choix d'architecture là ou de database engineer où vous devez faire le choix si votre donnée a un fort risque d'évolutivité, auquel cas la flexibilité est recommandée. Ou alors sinon, votre système risque d'évoluer, mais vous avez des besoins de performance tellement importants
qu'en fait, vous savez que vous devez rester sur une structure rigide. Vous allez juste devoir vous creuser les ménages pour faire en sorte que ça reste bien faisable avec une structure SQL. Mais SQL permet de tout faire globalement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez déjà 2 services à des modèles de responsabilité différents. On va retrouver un modèle, PaaS, d'accord? Dans lequel vous serez responsable du code, de la sécurité de votre base de données. La partie IaaS, la différence que vous allez avoir, c'est que là, vous serez responsable également de l'infrastructure. Si votre base de données est sous-dimensionnée, du coup, c'est de votre responsabilité. Donc, c'est à vous de faire les bonnes modifications, là où sur un modèle PaaS, ce n'est pas de la même manière. Et puis, comme on l'a évoqué, donc, comme Guillaume l'a bien expliqué, on a vu ensemble, du coup, donc, la différence entre le SQL et le NoSQL, d'accord, les différences qu'il y a entre les deux. Donc, pour rappel, le SQL, donc, c'est plutôt des données structurées, d'accord. Je parlais tout à l'heure de e-commerce ou de la finance ou de la comptabilité, d'accord. On utilise souvent ce modèle-là. Et on va avoir donc pour le NoSQL des besoins de flexibilité et de gérer des volumes énormes. Et dans ces cas-là, il faut vraiment bien s'entourer en termes d'architecte pour déterminer la bonne solution entre les deux. Eh bien, écoutez, on va clôturer cet épisode. Donc, dans le prochain épisode, vous savez que, encore une fois, je me répète, on adore faire des teasings dans ce podcast. Dans le prochain épisode, on va parler cette fois d'infrastructure as code. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde en parle? Comment on s'en sert? D'accord? Ça peut être un peu abstrait pour les personnes qui ne travaillent pas forcément là-dedans. Donc, on va évoquer ça avec Guillaume. Mais en attendant, on va devoir s'arrêter là. Je sais que vous êtes triste, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera au prochain épisode. En tout cas, c'était plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cloud Show. Abonne-toi si tu veux comprendre le cloud sans te prendre la tête. Et on te souhaite, comme d'habitude, une agréable journée. Au revoir.